historiquement en France, on a séparé les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs, ce qui avait beaucoup de sens il y a 150 ans, quand on avait besoin d'un côté de gens qui construisaient des ponts, des canons, enfin des ingénieurs quoi, et de l'autre côté des gens qui allaient vendre des choses. Aujourd'hui, cette distinction, elle a encore du sens évidemment pour certains métiers, mais en tout cas, il y a beaucoup de métiers où elle a plus beaucoup de sens parce que le monde s'est complexifié, la technologie a créé des entreprises de plus en plus complexes et des métiers qui se retrouvent du coup à la frontière entre bien comprendre la structure des organisations, donc plutôt des trucs type école de commerce, mais aussi bien comprendre l'impact de la technologie, de l'IA, de la data sur ces métiers-là, sur l'organisation et puis sur les produits aussi que les entreprises vont fournir. Et donc ça, c'est le positionnement d'Albert School, c'est de dire on n'est ni une école de commerce ni une école d'ingénieur, mais on est un peu entre les deux mondes. Bonjour Grégoire, Bonjour Elliot, comment ça va? ça va et toi? Super, écoute, merci d'être présent avec moi aujourd'hui. Je suis très content de t'avoir parce que c'est pas tous les jours qu'on a quelqu'un qui a lancé une grande école et pas juste un organisme de formation dans le podcast, donc ça va être chouette. Est-ce que tu peux commencer l'épisode par te présenter et présenter ce qu'est Albert School, s'il te plaît? Ouais, donc je m'appelle Grégoire Genet, je suis un des cofondateurs d'Albert School, dont je suis également le directeur. Avant ça, j'ai un parcours d'ingénieur. J'ai fait une prépa scientifique à Louis-le-Grand, puis Polytechnique. Ensuite, j'ai travaillé en trading à New York. J'ai pris cette orientation parce que j'ai toujours voulu allier les maths et le business. Et pour moi, faire de la finance, en fait, naturellement, c'est là où il y aurait le mélange des deux. Schéma que je retrouve aujourd'hui chez beaucoup de mes étudiants, alors que je suis pas sûr que ce schéma soit si vrai, mais bon. Donc j'ai commencé par ça, trading à New York. Je suis rentré à Paris où j'ai monté une startup dans le paiement mobile, qui était une vraie startup d'ingénieurs, c'est-à-dire un très bon produit mais un très mauvais business. On a de la chance, on s'est fait racheter par la BNP au bout d'un an et demi, principalement pour la tech qu'on avait développée. Euh, et puis ensuite, j'ai rejoint un fonds de private equity, où en quelque sorte, je suis retourné faire mes classes. J'ai été apprendre ce que c'était qu'un business. Parce qu'à ce moment-là, j'avais compris que je ne savais pas ce que c'était qu'une entreprise. Et donc, pendant 2 ans, j'ai appris à analyser la stratégie d'une boîte, à lire son compte de résultats, à comprendre ce qu'était une bonne équipe de management, enfin, un peu 360 l'analyse des entreprises. Et puis, au bout de 2 ans, je suis parti pour monter Albert School, qui est du coup une encore jeune école, puisque là, on va faire notre troisième rentrée, euh, qui veut se différencier, enfin, qui propose une approche qui est différente, je dirais, sur 3 points. Le premier, c'est que historiquement en France, on a séparé les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs, ce qui avait beaucoup de sens il y a 150 ans, quand on avait besoin d'un côté de gens qui construisaient des ponts, des canons, enfin, qui Oui. ingénieurs quoi, et de l'autre côté des gens qui allaient vendre des choses, qui étaient plutôt des commerciaux. Aujourd'hui, cette distinction, elle a encore du sens évidemment pour certains métiers, mais en tout cas, il y a beaucoup de métiers où elle a plus beaucoup de sens parce que le monde s'est complexifié, la technologie a créé des entreprises de plus en plus complexes et des métiers qui se retrouvent du coup à la frontière entre bien comprendre la structure des organisations, donc plutôt des trucs type école de commerce, mais aussi bien comprendre l'impact de la technologie, de l'IA, de la data sur ces métiers-là, sur l'organisation et puis sur les produits aussi que les entreprises vont fournir. Euh, et donc ça, c'est le positionnement d'Albert School, c'est de dire on n'est ni une école de commerce ni une école d'ingénieur, mais on est un peu entre les deux mondes. La moitié des cours sont des cours de finance, marketing, stratégie, économie. L'autre moitié des cours sont des cours de maths et de data. Et donc l'objectif, c'est vraiment de former des élèves qui comprennent un peu les deux mondes, qui comprennent même bien les deux mondes. Ok, Euh, super. le deuxième pilier, c'est qu'historiquement, les formations d'excellence de très haut niveau ont tendance à être très académiques euh, et donc un peu loin du monde de l'entreprise. Nous, on veut proposer une formation qui est, dès la première année post-bac, très proche du monde d'entreprise, co-construite avec des entreprises et opérée avec des entreprises partenaires. Donc les étudiants font beaucoup de cas concrets et ils trouvent très vite un sens réel, pratique à ce qu'ils font. Et enfin, le troisième pilier de l'école, c'est sur la culture. Les grandes écoles sont, pour la plupart, presque toutes des institutions qui sont historiques et donc qui ont gardé une culture d'institution historique assez pyramidale. Donc nous, on essaie de proposer voilà, une autre voie pour ceux qui cherchent une culture d'école plus flat, plus proche de ce à quoi ressemble une entreprise aujourd'hui. Donc typiquement, les étudiants chez nous tutoient les profs, l'administration. Voilà, on les considère vraiment comme un entrepreneur pourrait considérer ses collaborateurs, quoi.
donc d'égal à égal. Ce qui n'empêche pas évidemment la hiérarchie, le respect, etc. Mais voilà. Ok. Et le troisième pilier, c'est là. Pardon. Alors, on résume les trois piliers Ouais, peut-être parce que j'ai dû rater un truc. ouais, à peu près. Donc côté hybride, business et data. Oui. Le deuxième, c'est excellence mais professionnalisant. D'accord. Et le troisième, c'est d'avoir vraiment une culture où on ressemble plus à une école, à une entreprise qu'à une école. Le troisième, c'est la culture. Enfin, là où ce troisième pilier se traduit aussi, c'est typiquement aujourd'hui, si tu demandes à un élève pourquoi tu vas en cours le matin, généralement, il va te répondre quelque chose qui est lié avec la contrainte. Donc, Bien sûr. il y a Je veux mon diplôme. Il faut que j'y aille de toute façon. Je suis soit je veux mon forcé. diplôme, soit il y a un concours à passer dans 2 ans, soit il y a l'appel, j'ai pas le choix. Mais 95% du temps, l'élève va te répondre quelque chose qui est lié à la contrainte. Si tu demandes à quelqu'un qui bosse, qui est cadre dans un job, voilà, tu lui demandes pourquoi tu vas bosser le matin, il va rarement te dire parce que j'ai pas le choix. Normalement, il va te dire Oui. c'est super intéressant mon job, j'ai une mission. Et ça, c'était peut-être pas vrai il y a 50 ans, mais les entreprises ont vraiment fait ce switch de donner du sens à leurs collaborateurs, de leur expliquer pourquoi ils font partie du projet et pourquoi c'est important, et puis de mettre un cadre de travail aussi qui plaît, et qui fait qu'on est content d'aller au travail. Alors, j'ai très envie de discuter de ça, mais il faudra quand même qu'on revienne sur la genèse de comment tu es passé de private equity à créer l'école, mine de rien. Mais juste là-dessus, comment tu t'assures que tu trouves les bonnes personnes? C'est quoi le test? Parce que c'est bien d'avoir une culture flat, de faire du business et la data, mais c'est pas pour tout le monde. Il y a peut-être des ingénieurs qui veulent être purement ingénieurs, des business qui veulent faire que du business. Comment vous trouvez ces candidats et comment tu t'assures qu'ils sont bien au bon endroit et qu'ils se disent pas, tiens, c'est la contrainte? Euh, alors je pense que la première chose, c'est d'être très transparent, très clair, très authentique dans sa communication, ses discours marketing, ses journées portes ouvertes, ses entretiens d'admission. Euh, et donc, tout notre processus d'admission et tout notre processus de communication autour de l'école a été pensé pour attirer des étudiants qui vont vraiment correspondre au projet. Euh, donc, si je prends un exemple, en entretien d'admission, une des questions un peu phares qu'on pose, c'est ce qu'on appelle le brain teaser. Donc, si l'étudiant joue au basket, on peut être amené à lui demander, à ton avis, combien de ballons de basket sont vendus en France chaque année? Et pendant 5-10 minutes, on va discuter avec lui, essayer de faire une estimation. Donc, il va se baser sur la population française, estimer le pourcentage de joueurs, etc., etc. Cette question-là, elle permet aussi de bien expliquer à l'étudiant que voilà, bah, si c'est le genre de question qu'il n'aime pas, face à laquelle il n'est pas confortable et puis il trouve que ça n'a aucun sens, faut peut-être pas qu'il vienne à l'école, quoi. Nous, et typiquement, ça permet de bien expliquer la différence entre, par rapport à une école d'ingénieur. Enfin, typiquement, en école d'ingénieur, tu vas être plus souvent confronté à des problèmes fermés, avec des réponses à la fin, avec une procédure à peu près claire à suivre. Euh, Très compliqué quand même, hein, mais c'est un peu différent. Tu vas avoir une approche rationnelle sur un problème qui est fermé, où là, nous, on essaie de poser des questions, où tu vas avoir une approche rationnelle et quantitative, mais sur un problème ouvert où il n'y a pas de bonne réponse à la fin. Alors, il y a des élèves qui adorent ça, qui trouvent que c'est fascinant, et il y a des élèves qui disent, oulala, moi j'ai besoin plutôt d'attaquer des problèmes où je sais à la fin que j'ai trouvé une bonne réponse, quoi. D'accord, ouais, je comprends. Donc en fait, finalement, ce qu'on va chercher, c'est de la logique, parce que moi, ça me fait beaucoup penser aux tests qu'on va retrouver dans les grands cabinets. McKinsey, par exemple, va poser ce genre de questions. Ouais. Euh, donc là, c'est de la pensée critique qu'on va chercher. Est-ce qu'il y a d'autres qualités qu'on a besoin d'avoir en tant qu'étudiant si on cherche à rejoindre Albert School? Oui, au-delà de la... Donc le but de ce test, c'est effectivement la pensée critique. C'est aussi quand même la créativité ou la capacité à résoudre Ok. des problèmes ouverts, quoi. Enfin, c'est être À capable de s'adapter un petit peu, peut-être. tracer son propre chemin, si tu veux. Genre, on leur Ouais. pose des questions qu'ils n'ont jamais eues avant. Est-ce qu'ils sont capables de, à partir d'une feuille blanche, de faire un raisonnement? Et puis, troisième point qui est très important pour nous, on reste une école qui donne une place très importante aux mathématiques. Et donc, être à l'aise avec les maths. Et dans cet exercice, ça se traduit surtout par être à l'aise avec les chiffres. Donc, faire du calcul de tête, des règles de 3, des pourcentages. Enfin, voilà, il faut que tout ça soit un peu des automatismes. Euh, Mais on pour est assez... autant, pas du niveau de prépa non plus, quoi. On n'est pas là de ce que tu me dis. Ou est-ce que vous poussez les maths quand même Alors, bien loin après? une fois que t'es intégré l'école, tu as 9 heures de maths par semaine. Donc, D'accord, ouais, donc ça pousse quand même. on pousse pas très loin du niveau de prépa. Enfin, ça dépend un peu des prépas, quoi. On D'accord, pousse au même niveau que certaines prépas, quoi. ok. Euh, Ensuite, le but du test d'admission, c'est pas de vérifier que tu as déjà le niveau en maths pour faire une prépa.
Bien Euh, sûr. le but du niveau en maths, c'est de s'assurer que tu as les dispositions qui te permettent qu'on te forme, tu vois. Et nous, on considère que quelqu'un qui est très fort en calcul mental, en fait, on va être capable de lui enseigner ce que c'est qu'une intégrale, une analyse en composantes principales, des choses comme ça. L'étudiant ou l'étudiante qui a super bien appris son cours de maths de terminale, qui est capable de nous le ressortir de A à Z et de faire tous les exercices d'application, mais qui galère à calculer 18% de 60, bah, ça nous inquiète un peu plus. Tu vois, parce que nous, on pense que c'est plus important d'avoir des gens qui ont un peu compris les choses et qui sont capables de, tu vois, les dérouler, les appliquer, plutôt que des gens qui ont appris et qui Oui, respectent. pas juste retenir, mais comprendre, finalement. C'est ça qu'on va voir. Ok. Ok, super, super clair. Alors du coup, je veux bien qu'on revienne quand même un petit peu à la genèse. Comment t'es passé du private equity à monter une grande école? Parce que là, je crois qu'il y a quand même un écart assez grand. Donc comment le cheminement s'est fait? Raconte-moi le début. Euh, Écoute, je pense que c'est lié à deux choses. La première, c'est que il y a beaucoup des grands groupes d'éducation qui sont ce qu'on appelle sous LBO, donc qui appartiennent à des fonds de private equity. Ouais. Euh, et donc, moi, si tu veux, en tant qu'étudiant dans le système français, dans l'enseignement supérieur, j'avais jamais pensé l'éducation comme un secteur dans lequel on pouvait monter des entreprises ou des startups, tu vois. Pour moi, l'éducation, c'est un service public. J'ai fait Louis-le-Grand, j'ai fait Polytechnique. Et je pense que la plupart des gens le pensent comme ça, tout à fait. Ouais. Euh, et donc, je l'ai jamais pensé en tant que tel. Une fois arrivé en private equity, j'ai vu passer en fait sur mon dossier des dossiers d'écoles, du coup privées. Euh, et ça a un peu été une réalisation que ah bah tiens, on peut monter aussi des écoles. Euh, Par ailleurs, un des problèmes avec ma première startup, donc c'était une startup qui permettait d'acheter des produits en magasin sans passer en caisse, c'était le sens aussi. Au bout d'un an et demi, expliquer aux gens la queue en caisse est un énorme problème, mais je vais résoudre ce problème. J'en pouvais plus d'expliquer ça 10 fois par jour à tout le monde. Donc je me suis dit, la prochaine fois que je monte une entreprise, je veux que ce soit une entreprise où le sens, la mission me plaît vraiment et dans laquelle je peux me projeter 15 ans. Euh, et donc là, quand j'ai vu passer ces dossiers d'école, je me dis, ah, ça c'est quand même, si tu veux, des projets hyper intéressants. C'est-à-dire que tu montes une école, la mission elle est dingue. Deuxième point, ces dossiers d'école-là, ils avaient tous un point en commun, c'est qu'ils faisaient des résultats financiers extraordinaires et que quand je regardais les écoles, je me disais que j'étais pas particulièrement impressionné par la qualité du produit et la valeur ajoutée qu'ils apportaient aux élèves. Donc c'était un peu l'inverse de ma première startup. C'est-à-dire, moi j'avais un bon produit, un mauvais business dans ma première startup, et là je voyais des trucs où c'était des super produits, des super business et des mauvais produits. Je disais, bon, alors, il y a peut-être un truc à faire, tu vois, à aller monter un produit hyper bien, et même si du coup j'ai plus de coûts parce que je fais plus d'heures de cours, je prends un meilleur campus, etc., a priori je pourrais encore avoir un business qui est viable, tu vois, qui tourne. Euh, donc ça c'est un autre point. Et puis le troisième point, troisième réalisation que j'ai eu en private equity, c'est que j'ai aussi commencé à recruter des étudiants qui sortaient des top écoles de commerce. Jusque-là dans ma carrière, moi j'avais mes potes, c'était plutôt en école d'ingé, parce que c'était mon parcours. Puis j'avais bossé dans des boîtes où c'était plutôt des boîtes d'ingé. Là, je me suis trouvé avec des gars d'HEC, de l'ESCP, de l'ESSEC, etc., que j'ai recrutés en stage ou en premier job. Et j'étais persuadé qu'ils allaient être bien mieux préparés que moi à ces métiers du business. Et je me suis rendu compte que pas tant que ça. Ils étaient globalement tous très heureux de leur parcours dans leur école, mais assez critiques de la plus-value académique de ces écoles. À la question est-ce que tu as adoré HEC, la réponse est presque toujours oui. À la question est-ce que intellectuellement tu as été enfin, tu vois, hyper stimulé à HEC, la réponse est quand même plus mitigée. Euh, et pour ceux qui disent qu'ils ont appris des trucs passionnants, c'est plutôt tu vois, des trucs passionnants mais qui vont pas forcément me servir, qui sont pas forcément liés, concrets, etc. Euh, et donc ça, voilà, ça m'a aussi fait réfléchir, de me dire, bon, bah, si dans les top écoles de business, on n'apprend pas la réalité très concrète du business, il y a peut-être une autre voie à proposer. Et je dis pas, tu vois, que la voie qui existe est pas bonne, hein. Je pense qu'il faut des écoles différentes pour des élèves qui ont aujourd'hui plein d'envies différentes. Et c'est très bien qu'on ait des écoles académiques de très haut niveau qui forment les plus grands penseurs du monde. Mais je pense qu'il y a plein d'élèves en France qui veulent aussi une école qui va leur apprendre à faire de la compta, des stratégies marketing sur Google, à monter un serveur et à créer une IA, et qui à partir de tout ça vont faire leur première petite startup ou vont aller faire des projets très concrets en allant bosser chez Louis Vuitton ou à la Société Générale, quoi. Et nous, bah, c'est à ces étudiants-là qu'on s'adresse, des étudiants qui ont besoin de sens très tôt, qui ont besoin de concret,
et qui pour autant sont très rapides, tu vois, et réfléchissent vite et ont plein de potentiel et d'ambition. Euh, mais donc voilà un peu les réalisations en private equity, enfin les découvertes en private equity. C'est en fait, l'enseignement supérieur est un secteur dans lequel on peut lancer des nouvelles organisations. Euh, Deux, il y a plein d'écoles nouvelles qui existent aujourd'hui, mais bon, les produits sont quand même pas terribles. Trois, Alors, les... juste sur le point 1, est-ce que tu saurais nous donner un ou deux chiffres? Qu'est-ce qui fait que c'est un bon business d'avoir une école par rapport à une application mobile, par exemple? Euh, alors, je pense pas que c'est généralement par rapport aux applications mobiles, Non, bien sûr, à bien sûr. toutes. Mais si je prends l'exemple de mon application mobile, moi, c'était une application de paiement mobile qui faisait ce qu'on appelle du paiement à valeur ajoutée, donc des nouveaux parcours d'achat. Quand tu fais du paiement, tu gagnes de l'argent sur des transactions. Tu prends des frais de transaction. Si tu fais enfin, donc, pour gagner de l'argent, il faut faire beaucoup de transactions. C'est le modèle de Visa, de Mastercard, d'Apple Pay, de WeChat, etc. Euh, qui sont les moyens de paiement principaux dans les endroits où ils sont disponibles. Nous, donc on permettait d'acheter les produits en magasin sans passer en caisse, on était principalement utilisé du coup aux heures de pointe, et on faisait tout le flux marginal que les caisses n'arrivaient pas à absorber. C'est-à-dire que s'il y a personne en caisse, tu passes en caisse. S'il y a deux personnes, limite, tu passes encore en caisse. S'il y a une queue de 10 personnes, tu te dis ok, je vais utiliser l'application. Donc on faisait du flux marginal. Si tu fais du flux marginal, mais que tu es payé au flux, en fait, tu vois, intellectuellement, il y a un problème, quoi. Il y a pas assez de flux, quoi. Le business, il marche pas, quoi. Ouais. Donc ça, Il met trop de temps à décoller, finalement. C'est ça. Si tu avais tout le monde entier, peut-être que ça aurait du sens. ouais, mais même s'il y avait tout le monde entier, en fait, il faudrait aussi que les magasins se disent qu'en fait, ça doit être le moyen de paiement principal, quoi. Ce qui aurait pu arriver aussi, mais bon, changer les usages des gens et tout, enfin, très compliqué. Et je pense que c'est un peu un problème similaire au problème auquel Sunday est confronté aujourd'hui. Tu sais, qui est Ouais. l'application de paiement en restaurant. Euh, En fait, ils ont du mal ils font du flux, ils font du paiement, ils ont du mal à faire suffisamment de volume, à mon avis, pour être vraiment rentable. D'autant plus que quand tu es au restaurant, ton réflexe à la fin, c'est quand même de dire au serveur bonjour, est-ce que je parle addition, quoi. Donc, faut changer les réflexes des gens, c'est compliqué. Euh, L'enseignement supérieur, là où c'est un business model plus facile, entre guillemets, c'est que déjà le marché, il existe. On n'est pas en train de créer un truc nouveau où il faut changer les usages des gens. On parle d'enseignement supérieur, il y a 700 000 élèves qui passent le bac tous les ans en France, ils vont aller chercher une école. Donc en fait, tu proposes une nouvelle proposition de valeur dans un marché qui existe. Tu n'es pas en train de créer un nouveau marché. Euh, et ensuite, tu as une assez bonne visibilité sur ton revenu, puisque en fait, tu sais qu'un étudiant qui commence l'année 1 chez toi, probablement qu'il va faire l'année 2 et l'année 3. Euh, donc cette capacité en fait de prévoir tes revenus, ça te permet aussi de, tu vois, faire ton plan initialement, de dire ok, bon bah moi voilà le niveau de service que j'ai envie de fournir dans mon école, c'est-à-dire tant d'heures de cours par semaine avec des profs de tel niveau qui coûtent tant d'argent, etc. Euh, et ensuite tu vois, tu poses ton Excel et en fait tu as une assez bonne prévisibilité, donc les choses se passent plus ou moins comme tu les as déroulées. Et il se trouve que les acteurs historiques font ça depuis longtemps, donc ils ont déjà des prix qui sont cohérents avec l'offre de service. Donc toi, si tu fixes des prix qui sont à peu près équivalents avec tes compétiteurs, euh, que tu arrives à avoir des gains d'efficacité parce qu'en fait, ton administration, tu l'as à moitié automatisée, que tu vois, tu as une culture interne qui fait que les choses sont plus efficaces, et ben avec le même coût, tu peux proposer beaucoup plus d'heures de cours, tu peux proposer des mentorats chaque semaine, ce qu'on fait pour nos étudiants. Tu peux avoir un campus qui est en plein cœur de Paris plutôt que tu vas en banlieue lointaine. Donc, pas mal de petits trucs en plus que tu peux proposer qui augmentent, à mon avis, assez significativement l'impact que tu peux avoir sur la formation des étudiants. Ok, donc là, à ce moment-là, tu te retrouves avec ton business plan, j'imagine. Donc, tu as l'idée, tu sais, tu as tout de suite eu cette intuition de data plus business, ou est-ce que tu as pivoté? Ouais, ça, c'était clair dès le début. Ouais, c'était vraiment le positionnement de l'école, c'était de dire... en fait, il y a la moitié des élèves qui font des top écoles d'ingénieurs qui finissent pas ingénieurs. Ouais, Ceux qui vont en le école d'ingé problème est assez clair. parce qu'ils aiment vraiment les maths, quoi. Mais après, ils vont pas en école d'ingé parce qu'en fait, ils veulent faire du business. Ils vont chez McKinsey, ils vont chez Goldman Sachs, ils vont être entrepreneurs, ils vont dans des grands groupes faire de la stratégie ou autre, du management. Et nous, c'est tu vois, un peu à cette typologie-là d'élèves qu'on s'adresse. C'est de dire, ok, enfin, vous voulez continuer les maths à très haut niveau et puis apprendre à coder et tout parce que vous avez compris que c'est le futur, fine. Vous voulez aussi comprendre ce que c'est qu'une boîte, fine. Je Euh, comprends.
Donc, du coup, tu te retrouves avec le business plan, tu te retrouves avec une idée bien claire, bien structurée, qui a l'air assez séduisante, qui résout un bon problème. Maintenant, il te faut des sous pour créer l'école. Parce que tu as levé un petit peu d'argent, tu vas nous dire combien. Comment tu as levé, avec qui et pourquoi, et c'était quoi le processus, le pitch, combien de temps ça t'a pris? Dis-moi un peu plus. Ouais. Alors on a eu de la chance en termes de timing puisqu'on a levé en décembre 2021. On a signé en décembre 2021, donc on a fait la levée plutôt en novembre 2021, c'est-à-dire un mois et demi avant le début de la guerre en Ukraine. On était encore au moment où le financement des startups se faisait de façon un peu plus fluide que maintenant. Euh, et donc on a levé en 2 semaines, quoi. On avait un deck, un BP, un projet. On l'a envoyé à une poignée d'investisseurs pour commencer. Et puis en fait, on les a vus et ils ont tous dit on finance. Et donc après, on s'est juste arrangé avec les investisseurs sur qui mettait combien parce qu'il fallait faire une petite place à tout le monde. Et que nous, on trouvait que dans le projet d'Albert School de créer une école, avoir beaucoup d'investisseurs, c'était vraiment une plus-value pour l'école, parce que ça permettait d'accélérer la création de l'écosystème. Et du coup, d'ailleurs, on a levé 8 millions d'euros des premiers tours, mais on a closé au bout de 2 semaines, en fait, 7,5 millions, en laissant exprès 500 000 euros de côté, et en se disant pendant 3 mois, on va distribuer l'allocation de ces 500 000 euros avec des petits tickets à droite à gauche sur plein de gens qui nous paraissent pouvoir apporter des choses au projet. Et donc, on a fait rentrer, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de personnes sur les 2-3 mois qu'on suivi, qui sont des patrons de licorne, qui sont des VC, des Et a banques. posteriori, c'était un bon choix? Tu penses que c'était un bon D'avoir, move? de faire rentrer plein de gens comme ça, ouais, on en est plutôt content. On en est plus content. On considère que c'est bien d'avoir une grande famille au capital d'Albert School. Et ouais, après, bon, quand il faut faire signer un papier d'assemblée générale, il faut le faire signer à 40 personnes. Donc Bien sûr. voilà, il y Ok. a toujours ça en contrepartie, mais ouais, on est plutôt content d'avoir beaucoup de personnes au capital. Ok, donc ça s'est passé super rapidement. Alors ça, c'est quand même assez fou. Moi, enfin, j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, mais qu'il y a quand même des similarités avec l'école 42. Je crois que Xavier Niel a investi chez vous. En tout cas, j'ai pu voir une petite vidéo, donc je suppose qu'il a investi chez vous. Euh, le test de logique, parce qu'il me semble que vous avez un test de logique hein, pour l'admission. Euh, Est-ce que vous êtes inspiré de 42 ou est-ce que c'est quand même assez différent? Euh, le test est assez différent. Euh, le test que propose 42 de mémoire, c'est bah, justement, il y a un test de mémoire, et puis ensuite il y a un test de pseudo-code, quoi. On fait de la pseudo-programmation, euh, ce qui a pas mal de sens, puisque c'est ce qu'ils vont faire derrière à 42. Donc, euh, nous, notre test est plutôt un test de maths/logique, qui va plutôt aller chercher des compétences qui s'approchent de la capacité à faire de la data, des algorithmes, etc. Donc c'est un test qui est un peu différent. Et ouais, on a pas mal enfin, on a quelques points communs à 42, enfin, notamment, on a un investisseur qui est, non pas investisseur chez 42, mais qui est le propriétaire de 42, Xavier Niel, qui a monté 42, mais qui est chez nous et un des 30 investisseurs, hein. Donc après, un investisseur qui nous soutient pas mal publiquement, et donc on est très content de ça. Euh, et, et je pense que ce qu'on partage avec 42 aussi, c'est le fait de venir proposer une offre qui est radicalement enfin, nouvelle dans le paysage d'enseignement supérieur. Maintenant, sur des métiers qui sont très différents. 42 est une école d'informatique. Nous, on est plutôt une école entre les écoles d'ingé et de commerce. Donc, avant tout généraliste, quoi. Nous, les étudiants qui viennent chez nous, c'est des étudiants qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire ou qui savent ce qu'ils veulent faire, mais en gros, c'est des métiers, tu vois, type entrepreneur, quoi, donc, ou consultant. Donc, c'est des métiers où on touche à tout, on fait un peu de tout. Bon, le point commun, en tout cas, sera que ce sont des gens qui veulent quelque chose de différent des grandes écoles, visiblement, Ouais. et qui attendent autre chose. Euh, je sais que tu as commencé à créer un campus, forcément, mais tu en as créé d'autres assez rapidement. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas se concentrer sur un campus à Paris et c'est tout? Je pense que c'est assez important de proposer des formations d'excellence en dehors de Paris. Aujourd'hui, en France, c'est assez centralisé à Paris. Et donc, pour nous, c'était assez important d'aller proposer ça aussi. Enfin, dès le premier jour, en fait, le modèle pour nous, c'était d'avoir plusieurs petits campus plutôt qu'un très gros campus. Parce qu'on pense que ça rend le truc plus accessible pour les étudiants, plus proche du tissu d'entreprise aussi localement, qui ont des besoins en fait un peu partout en France et pas qu'à Paris. Euh,
je pense que ce modèle du méga campus, en fait, c'est un modèle hérité il y a plusieurs dizaines, voire centaines d'années, quand les écoles se sont montées, et qu'en fait, c'était compliqué de gérer un truc avec 2 sites à 2 bouts de la France, puisque tu n'avais pas Internet, tu n'avais pas de communication. Euh, Aujourd'hui, en fait, si tu veux, c'est pas beaucoup plus compliqué de gérer 3 campus, un à Paris, un à Marseille et un à Lyon, que de gérer un plus gros campus à Paris. Les équipes, quand on veut leur parler, on sait comment les joindre, quoi. Euh, donc, ouais, on s'est tout de suite dit que on allait ouvrir plusieurs petits campus et que ça allait permettre à des étudiants qui n'avaient pas forcément l'envie ou les moyens ou tu vois la maturité aussi, puisqu'ils sortent du bac à ce moment-là, de quitter leur ville et d'aller à Paris vivre tout seul. Ça leur permettait quand même d'intégrer une école avec un programme de très haut niveau, etc. Ok, super, super clair. Euh, J'imagine qu'au début, donc t'as un associé d'ailleurs avec qui tu as monté Albert School, mais au début, j'imagine qu'il n'y avait pas toute une équipe de professeurs ou même d'administrateurs. Euh, Comment tu as recruté les bonnes personnes? Tu cherches quoi comme qualité quelle qualité pour ton équipe et notamment pour les profs? Qu'est-ce qui fait un bon prof pour Albert School? Euh, on est quand même dans une industrie, enfin dans un métier qui est un métier où les gens sont généralement engagés. Enfin, tu finis pas à bosser dans l'enseignement supérieur par hasard, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment ce qu'on cherche. À la fois dans l'administration et dans les profs, on cherche des gens qui viennent là pour les enfin, parce qu'ils ont envie d'être là et pour les bonnes raisons, quoi. Euh, donc, enfin, si je prends l'exemple de nos profs, ils ont tous enfin, à part en maths, nos profs de maths sont des gens en CDI dans l'école qui sont profs de maths, de métier, et qui sont agrégés, etc. Dans les autres matières, c'est principalement des pros, des gens qui bossent. Donc, par exemple, qui sont consultants chez McKinsey, qui font data scientist dans une des top startups en France, ou chez Google ou autre, et qui, sur le côté, viennent enseigner 2, 3, 4, 5 heures par semaine à l'école. S'ils font choix d'enseigner, c'est vraiment par passion, quoi. Ils n'ont pas besoin de ça, ils ont déjà un très bon job, très bien payé, euh, et donc ils viennent parce qu'ils ont une volonté de transmettre. Et pour nous, déjà, s'il y a ça, plus les compétences, puisque c'est des gens qui bossent dans des super boîtes, à des super jobs, et qui ont généralement fait des très bonnes études, donc ils ont les compétences. S'il y a les compétences et cette passion, pour nous, il y a déjà les 2 ingrédients principaux. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde est un super prof, hein. On fait tout un processus de sélection des professeurs où on teste un peu leur méthode pédagogique, leur expérience d'enseignement, ce qu'ils pensent de notre curriculum, donc leur vue sur eux, la façon dont ils enseigneraient, l'ordre, etc. Donc on teste tout un tas de choses. Et puis après, surtout, on prend le feedback des étudiants. On prend après chaque cours le feedback des étudiants et on est capable d'itérer assez vite. Si au début ça fonctionne pas bien avec un professeur, on est capable de changer. Euh, donc voilà un peu le process pour les profs. Mais globalement, ça se passe très bien. On a des étudiants qui sont très très satisfaits. C'est un des aspects les plus plébiscités par nos étudiants dans l'école. Ça nous dit, mais on est impressionné par la qualité des profs, leur engagement, et puis surtout l'inspiration que ça nous donne d'avoir face à nous des enseignants qui viennent et qui en fait, on a envie de devenir comme eux, quoi. Ouais, la valeur ajoutée, c'est leur histoire, c'est leur expérience, c'est tout ça Ouais. qui va venir en plus, contrairement à des profs qui sont que profs, entre guillemets, non, peut-être ailleurs. Ok. Euh, Est-ce que ça suffit ou est-ce que vous avez ajouté des méthodes, des systèmes, des outils pédagogiques ou autres pour que la classe se passe différemment que ce que tu as pu voir dans d'autres grandes écoles? Euh, la base d'Albert School, quand on l'a créé, c'était vraiment de se dire une bonne formation, une bonne école, c'est des bons élèves face à un bon prof. Euh, Moi, j'ai adoré ma prépa. La plupart des personnes dans l'équipe d'Albert School ont fait une prépa et ont adoré leur prépa. Euh, et donc, on a voulu faire beaucoup de choses aussi qui reprenaient les codes de la prépa. Et la prépa, c'est ça, c'est en fait des super profs de très haut niveau qui sont passionnés par l'enseignement face à des très bons élèves motivés. Euh, donc, initialement, voilà, il n'y avait pas trop cette idée de dire on va rajouter aussi des outils ou des concepts, enfin, tu as des trucs à être très différents. En fait, initialement, on s'est dit on va faire des choses simples, mais on va bien les faire. On va bien les faire, et puis on va les faire avec tu vois, une différence qui est aussi une différence plus sur l'aspect culture et en fait qui sont ces gens que tu mets face aux élèves et sur quelle matière et quel est leur rapport aux élèves.
C'est plus haut là-dessus qu'on s'est dit qu'il fallait apporter quelque chose de différent. Maintenant, ce qui a changé depuis le lancement d'Albert School, c'est toute l'émergence de l'IA. Euh, et donc, on pense là, pour le coup, qu'avec ces outils, les écoles vont probablement beaucoup changer dans les 10 prochaines années. Euh, et donc là, on commence à investir, à réfléchir, à tester différents systèmes qui potentiellement pourraient prendre une place plus ou moins importante à l'avenir dans l'école. Pas Tu pour penses venir. à quoi? Est-ce que c'est plutôt dans la classe, dans l'organisation, dans, je sais pas, créer les contenus de cours plus rapidement? On teste vraiment beaucoup de choses. C'est encore un peu c'est encore un peu tôt pour dire ce qui va coller. Euh, mais en gros, il y a deux trucs que les écoles essayent de faire depuis longtemps. C'est du reverse learning et de l'adaptative learning. Et donc, on pense que l'IA peut nous aider sur ces deux aspects-là. Ok, donc reverse learning, on va d'abord apprendre le cours finalement chez soi et après poser des questions au prof, donc c'est plutôt être en position de coach, Ouais. n'est-ce pas? Donc là c'est quoi? Là, c'est un chatbot qui va nous aider à apprendre le cours chez nous. Qu'est-ce que vous explorez pour le moment? Ouais, c'est ça, exactement. Enfin, c'est avant de venir en cours, t'échanges avec un bot pour arriver prêt, quoi. Ok, et adaptive learning, donc là on va vraiment adapter la formation à chaque personne en fonction de son niveau notamment, de son niveau d'avancée dans le cours. Et ça, on espère. Est-ce que tu penses que, parce qu'à un moment, si on a reverse learning, puis on a adaptive learning, est-ce que tu penses que les salles de cours à plusieurs sont toujours utiles, ou est-ce qu'on finira que avec des petits mentorats, des petits coachings à la fin? C'est quoi ta vision là-dessus? Je pense qu'au niveau post-bac, les salles de cours resteront utiles. Oui. Peut-être un peu moins vrai en master. Ok, Ouais. pourquoi? Euh, on n'est quand même pas sur la même typologie d'étudiants en post-bac. T'as des étudiants qui sortent, qui sont des lycées, enfin qui arrivent chez toi, c'est des lycéens quoi. Enfin, ils viennent de finir le lycée. Et notre rôle en tant qu'école, c'est autant de la formation technique que en fait du coaching, de l'orientation, de faire de la transmission de soft skills, mais aussi de la enfin, notre rôle, c'est de donner aux élèves confiance en eux, de construire leur ambition, de leur ouvrir les yeux sur le monde, les projets. Enfin, et ça se fait quand. Enfin, pour nous, ça se fait bien si tu as un effet de groupe quoi, qui se crée. Donc, tu vois, faut qu'il y ait un truc entraînant dans la classe, etc. Donc, si l'élève il est juste avec un chatbot la moitié du temps et l'autre moitié du temps, ils sont trois avec un prof, alors c'est bien pour apprendre toutes les compétences techniques. Je pense que c'est moins bien pour lui apprendre à bosser en groupe avec plein de gens différents, lui apprendre à comprendre qu'il y a des gens qui ont d'autres idées, et puis ouais, développer cette émulation, cet esprit de groupe dans un groupe de 30-40, c'est... Ok, et donc en master, là, on est un peu plus mature, je pense qu'on peut dire le mot, hein. Et à ce moment-là, donc, on va peut-être s'orienter sur quelque chose de plus spécifique aussi. Est-ce que vous avez des segments de master un peu plus orientés? J'imagine que le bachelor, c'est quelque chose de très général, enfin plus général, comme tu le disais, ou est-ce que ça reste un cursus pour tout le monde aujourd'hui? Effectivement, notre bachelor, il est très généraliste, et nos masters sont un peu plus spécialisés, on en a quatre. Donc on en a un qui reste très généraliste, qui s'appelle Data for Business, et puis ensuite on en a trois autres qui sont un peu plus spécialisés en finance, en marketing et en sustainability. Ok, sustainability. Alors, qu'est-ce qu'on apprend en sustainability? Donc tous nos masters, c'est des masters de data for. Donc data for finance, data for marketing et data for sustainability. Et donc en data for sustainability, on apprend à mesurer l'impact des décisions de durabilité, de ESG, qu'on peut être amené à prendre. Toutes les entreprises aujourd'hui ont des objectifs importants de réduction d'émissions de CO2, par exemple. C'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien de mettre en place des mesures, enfin de mettre en place des actions. Maintenant, ces actions, il faut les mesurer pour savoir si elles sont bien ou pas. C'est d'habitude assez complexe parce que tu vas avoir un impact à plein d'endroits, ta donnée elle va être répartie à plein d'endroits, donc avoir des gens qui sont capables d'aller se brancher techniquement à tous les outils, de récupérer la donnée, de faire des pipes de données propres, de résumer tout ça dans des dashboards et puis de comprendre ce qu'ils font parce que faut comprendre aussi l'impact sur le business, etc. C'est assez important. C'est un peu ce genre de profil-là qu'on forme. Ok. Alors j'ai encore deux questions et après on passe aux questions de la fin. Donc la première, c'est, je sais que vous avez une relation assez étroite donc avec des entreprises. Donc, tu as parlé ne serait-ce qu'avec les profs, mais vous avez aussi des business deep dive. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Ouais. C'est une des signatures pédagogiques de l'école.
Et, et donc le business deep dive, c'est des espèces de business case qui durent 3 semaines, qui sont opérés par les entreprises partenaires et qui permettent à nos étudiants deux choses. La première, c'est de mettre en œuvre tout ce qu'ils ont appris dans tous les cours différents. Donc, quand ils vont faire ce business case, en fait, ils vont faire de la finance, du marketing, de la data, de la stratégie, enfin, un peu de tout. Et donc, ils vont se rendre compte que, en fait, même si les cours ils sont silotés, comme dans toutes les écoles, et ben, à la fin de tout ça, il y a une cohérence ensemble. Et ça permet de résoudre des problèmes. Tu vois, le même problème peut être résolu en utilisant un peu les ingrédients de chacun des cours. Et ça, c'est intéressant, parce que si tu veux, quand l'étudiant il comprend la cohérence entre ses cours, il y a un espèce d'effet synergétique qui se passe qui est hyper puissant. Euh, Premier point. Deuxième point, ça permet aux étudiants de s'orienter. Ils découvrent dès la première année 8 entreprises différentes via 8 business deep dive. C'est des cas avec des entreprises de différentes tailles, de différents secteurs. Donc, par exemple, il y a le ministère des Armées, Louis Vuitton, il y a Edmond Rothschild, Orange, il y a des startups, enfin, voilà, plein d'entreprises. Et donc l'étudiant, à la fin, il peut savoir qu'il a préféré, j'en sais rien, les télécoms plutôt que le retail, par exemple. Et qu'il a préféré la culture des grands groupes plutôt que la culture des startups. Et puis au sein de ces grands groupes, il a rencontré à la fois des gens qui sont plutôt techniques et des gens qui sont plutôt business et des gens qui sont un peu entre les deux. Et puis il peut se dire, ah bah alors moi, c'est plutôt les data analysts avec lesquels je me suis le plus entendu, quoi. Donc l'idée, c'est de créer plein d'opportunités de rencontres, de découvertes pour nos étudiants, pour encore une fois très vite leur donner un sens et leur donner une raison de venir à l'école. Nous, on veut que dès la première année, l'élève, en ayant fait 8 business you die, vienne à l'école en se disant c'est peut-être ça que j'ai envie de faire, c'est peut-être comme lui que j'ai envie de devenir, et donc je vais venir à l'école pour apprendre des choses qui vont m'aider à devenir comme lui. Et pas je vais venir à l'école parce que j'ai pas le choix. Ok, donc on donne une vision finalement beaucoup plus claire assez rapidement à l'étudiant en se disant allez, je dois aller là et donc après tous les cours vont me servir pour ça. Super. Ok, bah ouais, ça donne envie. En tout cas, c'est clair. La dernière question que je vais te poser, c'est comment vous avez réussi à faire un partenariat avec les mines, sachant que alors, le mot est peut-être un peu dur, mais vous étiez un peu nobody, entre guillemets, au début. C'est-à-dire, vous n'avez pas 50 ans d'existence. Vous n'êtes pas la première école, je suppose, à tenter de faire un partenariat, quoique. Comment tu as réussi à les convaincre? Comment ça s'est passé? Parce que finalement, pour eux, c'est un plus gros engagement presque que pour vous, hein, en tout cas sur le papier. Donc, comment ça s'est passé? Et dis-nous-en un peu plus aussi sur ce que ça veut dire. Euh, alors, je pense qu'on est probablement la première école déjà à tenter, la première école qui a 2 ans d'expérience, enfin, qui a 2 ans d'existence à tenter un partenariat avec la mine, parce que c'est un peu fou. Et pour être très honnête, nous, quand on a commencé à approcher des écoles, et notamment des écoles de très haut niveau, pour faire un partenariat, on ne croyait pas beaucoup aux nos chances non plus. Mais je pense que c'est le propre de l'entrepreneur, c'est aussi de tenter des choses qui paraissent complètement folles. Et en fait, c'est comme ça que tu réalises des choses. Qui ne tente rien à rien, hein, c'est Voilà. clair. Les mines, c'est effectivement une école qui a 240 ans, et donc qui a un historique très important, et qui, entre guillemets, a beaucoup plus de choses à perdre que nous. Ça, c'est clair. Maintenant, dans le partenariat, je pense qu'il est plus engageant pour nous, pour les mines, dans le sens où les mines continuent à exister et à opérer telles qu'ils opéraient par le passé. Tous les programmes que les mines avaient continuent à exister et continuent à être opérés 100% par les mines. J'ai évidemment pas mon mot à dire. Albert School n'est pas devenu actionnaire des mines. Euh, les mines est devenu actionnaire d'Albert School. Donc le partenariat, il n'est pas non plus 100% symétrique. C'est Albert School qui a donné aux mines une partie de son capital, donc les mines sont devenues actionnaires, et Albert School qui a donné aux mines un droit de regard et un droit de contrôle sur les programmes. Donc la direction académique des mines, aujourd'hui, et des enseignants-chercheurs des mines font partie des jurys d'admission, des comités pédagogiques et de perfectionnement, des jurys de diplomation, et ils viennent contrôler tout ce qui est fait dans des programmes qui sont maintenant devenus du coup des programmes conjoints entre Albert School et les mines, puisqu'ils sont opérés entre guillemets à 4 mains entre Albert School et les mines. Et à la fin, donc, l'étudiant reçoit 2 diplômes, un diplôme des mines, un diplôme d'Albert School. Donc, il y a un risque effectivement pour les mines, puisque les mines s'associent, enfin, viennent travailler avec une jeune école. Mais finalement, le risque que prend les mines, c'est le risque de venir contrôler une jeune école, l'aider à se développer. Et effectivement, comme tout projet entrepreneurial qu'on lance, on peut se dire que c'est plus risqué que de continuer à opérer un truc qu'on opère depuis 200 ans, ça c'est clair. Mais Ça a c'est... mis longtemps à se mettre en place, le Pardon? partenariat. Ça a mis longtemps à se mettre en place. 1 an à peu près. Oui, donc quand même un petit peu de temps. Ouais. Ouais.
Mais voilà, la direction des mines a aussi vu là-dedans une opportunité de se dire, c'est quand même difficile de démarrer des projets, enfin pour tout le monde, hein, que ce soit pour des entrepreneurs qui partent d'une feuille blanche, que ce soit pour des grands groupes ou des institutions. Voilà, démarrer un projet, c'est quand même pas facile. Et là, nous, ce qu'on a proposé aux mines, c'est de pas partir d'une feuille blanche, puisque même si on était tout récent, on existait depuis 2 ans, on avait nos 2 campus, on avait des élèves qui étaient là, qui étaient heureux, enfin, on avait quand même démontré tout un tas de choses. Et on a proposé aux mines de dire, voilà, maintenant tout ce qu'on a prouvé, construit, on va vous en donner, entre guillemets, la moitié. Enfin, ils n'ont pas la moitié de l'equity, mais enfin, ils ont la moitié du produit, puisqu'ils contrôlent la moitié de ce qu'on fait, quoi. Et on va co-développer ça maintenant ensemble et en faire un truc hyper ambitieux où on va recruter plus d'élèves, ouvrir d'autres pays, etc. Et donc ça, je pense que c'est ça que les mines a aimé dans ce projet. Et Ok, puis, alors, je te... Vas-y, et ouais, non, puis? enfin, et puis in fine, enfin, pour parler du projet quand même, enfin, au-delà au-delà du montage entre guillemets, enfin, ou du plan, enfin, il y a aussi le produit, quoi. C'est-à-dire que le produit était cohérent par rapport à ce que l'économie Oui. voulait faire, c'est-à-dire que on essaie de proposer un programme qui est très haut niveau, de choisir des étudiants pareil très ambitieux et très forts, et d'aller servir les entreprises, de former des gens qui vont être utiles aux entreprises, qui tu vois ont des compétences enfin voilà, proche de ce monde-là, sachant que les mines de Paris, c'est quand même une école dont le ministère de tutelle, c'est le ministère de l'Industrie, tu vois, et dont le rôle principal en théorie, c'est quand même et puis en pratique, c'est vraiment de là, ils forment des gens qui sont là pour servir l'industrie. Ok, super clair. Alors, je dois rebondir quand même sur un petit truc avant qu'on passe aux questions de la fin. Tu as parlé de l'international. C'est une vraie ambition et où est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que vous allez juste aller aux États-Unis ouvrir une petite école comme 42 a pu le faire et ça, entre guillemets, ça va s'arrêter là? Bon, Ou est-ce 42, que ils ont 50 écoles dans le monde, hein. ils ont 50 écoles dans le monde maintenant? Oh là là, je suis en retard alors parce que je m'étais arrêté au campus. Si on s'arrête là où 42 s'est arrêté, Ah bah tu on vois, est, ah bah tu vois. on est C'est bien. déjà pas mal. Ouais, ok, d'accord. Et donc du coup, c'est quoi l'idée pour vous? L'idée, en 2025, on ouvre Milan, Madrid et Genève. Et puis l'idée, c'est ouais, en 2030 d'avoir plus d'une dizaine de campus dans le monde. Ok, super, très clair. Eh bien, écoute, je te propose qu'on passe aux questions de la fin avec la première, qui est donc la plus large. La formation dans 10 ans, pour toi, c'est quoi? La formation dans 10 ans, c'est toujours un peu dur de parler de formation parce que, comme je l'ai dit, c'est à mon avis très différent la formation pour euh, c'est un consultant de 35 ans qui veut garder ses compétences à jour. Et pour Alors, on peut dire les grandes écoles, si tu veux, l'éducation, mais de manière générale, en ce qui te concerne plutôt. enfin, moi, en tout cas, donc, nous, on est sur du bac plus 1, bac plus 5. Et sur cette partie-là, pour nous, l'éducation dans 10 ans, ça va être beaucoup plus personnalisé. Et c'est vraiment comment on aide un étudiant qui jusque-là n'a globalement pas eu à prendre de décision de sa vie, même si maintenant ils choisissent leur spé au lycée, mais c'est à moitié leurs parents aussi qui les aident à choisir et leur lycée qui les aide à choisir. Comment tu aides un étudiant qui sort du lycée à devenir en fait, de passer de lycéen à jeune professionnel. Euh, et donc ça, à mon avis, ça va se faire de façon beaucoup plus personnalisée. Là où tu historiquement, on a foutu tout le monde dans des cadres. Donc si on prend un exemple, c'est la prépa où vous allez tous faire la même chose pour passer le même concours, pour entrer dans des écoles où finalement vous allez faire à peu près la même chose, juste avec un label différent à la fin en fonction de votre performance au concours, pour à la fin sortir et avoir des profils qui sont assez similaires les uns aux autres. Comment tu passes de ça à en fait, mon but, c'est d'aider les étudiants rapidement à découvrir leurs forces, leurs faiblesses, ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, et leur permettre d'accélérer et de devenir vraiment très très forts là où ils sont forts, sans pour autant développer des lacunes ailleurs. Mais voilà, être capable de créer des profils qui se distinguent les uns des autres énormément, et ce qui en fait permet derrière aux entreprises d'avoir des gens qui apportent énormément de valeur ajoutée. Parce que moi, en tant qu'employeur, si tu me proposes demain de recruter un gars qui est hyper fort en marketing, une fille qui est hyper forte en finance, et puis un super développeur Python, ou de recruter trois profils grande école, tu vois, un peu voilà, standard, sortie de grande école, et puis je leur répartis les rôles. Je prends plutôt les 3 gars hyper spécialisés, tu vois. Pour l'entreprise, c'est plus intéressant quand même. Donc voilà. Ok, donc beaucoup plus de concret. Et on le sent, hein, de toute façon, c'est une tendance de manière générale, je crois, des grandes écoles, d'essayer d'aller de plus en plus vers les entreprises. Donc ça va être un jeu de qui ira le plus vite, plus fort là-dessus. Ok, est-ce qu'il y a un outil digital que tu aimerais partager aujourd'hui?
Et du sign, évidemment. Vous utilisez du Sign à Albert School, ça va, ça se passe bien? Écoute, j'ai plutôt des très bons retours. Ouais. Alors cette année, c'était plutôt, comme tu le sais, hein, j'imagine, la phase de test. Euh, mais le test a dû bien se passer puisqu'on a décidé de déployer ça l'année prochaine. Donc, hâte de voir Écoute, quand on a plus d'élèves qui s'en servent, si on a plus de retours d'étudiants. Mais a priori, c'est chouette, mais bon, on va dire que je pense que c'était pas biaisé comme avis, j'espère. Mais je serais curieux quand même de savoir s'il y a un autre outil que tu aimerais partager au-delà des Sign. un autre outil qu'on utilise qui nous fait gagner pas mal de temps, c'est Philiz, euh, qui est un outil qui permet de suivre la signature des contrats des alternants. Euh, et ça, c'est pas mal, puisque l'alternance, c'est quand même un truc qui administrativement est un tout petit peu lourd, quoi. Il y a pas mal de process à faire, parce que c'est un contrat tripartite, parce qu'à la fin, c'est une facturation du coup à deux parties, parce que l'étudiant, il n'a pas non plus dans sa vie négocié 18 000 contrats. Donc, ouais, Philiz, c'est une solution qui, je pense, a bien attaqué le problème et qui il nous permet de gagner pas mal de temps, donc on est content. Super. Est-ce qu'il y a un livre sur ta table de chevet? Euh, Thinking Fast and Slow. Ah, très bien. Donc, ça va, le livre est pas trop long. T'en es où là dans le livre? J'en suis à la huitième lecture. T'en es à Euh, la huitième lecture. Oh là là, waouh, je huitième pense, lecture. je pense que, non, mais j'exagère un peu, mais c'est un livre qui peut se lire plusieurs fois. Euh, c'est un livre qui était offert à toutes les personnes qui rejoignaient la première boîte où j'ai bossé à New York, Oui. en trading. Chaque nouveau collaborateur, il leur offrait ce livre. Et je pense qu'il est top puisque, enfin voilà, mieux comprendre comment on réfléchit bon, je vais pas spoiler tout le livre, mais si tu veux la différence entre le système 1, le système 2, comprendre ses biais, comprendre quand on dit quelque chose, on peut avoir un niveau de confiance différent dans les choses qu'on dit. Il y a des choses, je sais pas, 2 plus 2 égale 4, mon niveau de confiance est quand même assez élevé. Non seulement je peux te dire que je suis confiant à proche de 100%, mais en plus mon niveau d'incertitude sur mon niveau de confiance est très bas. C'est-à-dire que je suis sûr à 100%, mais en plus je suis sûr à 100% que je suis sûr à 100%, tu vois. Et c'est important, je pense, de comprendre ce genre de choses, alors que, je sais pas, si tu me demandes le chiffre d'affaires de Carrefour, je vais te dire que c'est probablement entre 1 milliard et 100 milliards, tu vois. J'ai pris une fourchette assez large, donc je suis assez confiant. Je sais pas, je suis confiant à 90%. Par contre, mon niveau de confiance sur ce niveau de confiance est peut-être un peu plus bas, parce que tu vois, on est sur des trucs où je pourrais enfin, il y a plus de risques que je me trompe. Et je pense que c'est important de comprendre ça. Et ce qui est important, c'est d'être capable de transmettre ça dans des conversations que tu as avec des gens. C'est-à-dire que quand tu parles à quelqu'un et que tu lui dis quelque chose, il y a des moments où tu es très confiant et du coup tu transmets cette confiance, mais en plus tu es confiant sur ton niveau de confiance, donc tu es sûr. Hein. Et des moments tu vas lui dire quelque chose où tu es très confiant, mais en fait potentiellement, s'il challenge, tu es prêt à te faire challenger. Quoi. Et c'est pas la même chose de dire un truc sur lequel 2 plus 2 égale 4, je suis pas prêt à ce que tu me challenges, tu vois. D'autres trucs, je suis prêt à challenger. Et, et je pense être capable de faire ressentir ça dans une conversation, ça permet d'avoir des conversations qui sont plus intéressantes, plus efficaces avec les équipes avec lesquelles tu bosses. Ouais, donc ce qui permet d'augmenter son quotient émotionnel un petit peu, ce qui est toujours pas évident. Et bon, tu l'auras compris, moi j'ai bien aimé le livre aussi, mais je l'ai trouvé un petit peu slow, tu vois, sur la lecture. Oui, alors moi je recommande aussi le papier que Daniel Kahneman a publié qui a fait qu'il a eu le prix Nobel, qui en fait doit faire une cinquantaine de pages et qui est le condensé de ce qu'il y a dans ce bouquin. C'est ce que, ce que j'allais dire. Finalement, il est peut-être plus raisonnable pour comprendre l'idée rapidement. Ok, super. Euh, Est-ce qu'il y a un média ou une personne que tu suis dans l'univers de la formation qui t'inspire? Écoute, non, franchement pour être honnête, on a un peu, euh, on a un peu l'approche Jeff Bezos là-dessus. On regarde pas we don't look at competitors, we don't look at the sector. Euh, on trace notre route, on crée le produit qu'on pense être le mieux possible, enfin de notre point de vue par rapport à nos étudiants et ce qu'on a envie de faire. Et on a envie d'être l'école la plus student-centric du monde. Quoi. Nous, notre focus, c'est on est là pour servir les étudiants, on veut être student-centric, student-centric. Et je précise parce que, nous, notre métier, c'est vraiment de faire de l'enseignement, tu vois. Et de faire l'enseignement, de transformer les élèves. Quoi. On veut quand un élève il arrive, on lui apporte une valeur transformative très forte. Et donc on est concentré là-dessus. Et on regarde pas ce que font les autres. Super. Donc le Amazon de l'éducation, très bien. On va noter ça. Je vous souhaite le même succès. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver?
plutôt digitalement, je suppose. Ouais, 18 rue de Paradis, dans le 10e, dans le campus. Généralement, j'y suis, sauf quand je suis à Marseille ou à Lyon. Mais sinon LinkedIn, hein, LinkedIn, ça fonctionne bien. Ok, super. Écoute Grégoire, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. On a fait un épisode qui est un tout petit peu plus long, tu vois, que ce qu'on fait d'habitude, mais c'est franchement super intéressant. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer le podcast? Euh, et bien, tous nos événements sont disponibles sur notre site, et donc on serait ravis aussi de vous voir à des journées portes ouvertes, à des journées d'immersion ou à des job dating pour ceux qui cherchent des stages ou des alternances. Parce que je pense que pour ceux, et probablement qu'il y a quand même beaucoup de gens qui cherchent une école ou dont les enfants cherchent une école ou cousins ou je sais pas quoi, et souvent on me demande des conseils par rapport à comment faire pour chercher une école. À mon avis, le mieux, c'est d'aller dans l'école, de rencontrer les élèves, de parler aux élèves, ou même si on peut pas se déplacer ou si ce n'est pas Paris ou proche du campus, d'aller sur LinkedIn et de contacter des élèves de cette école. Pas forcément les élèves que l'école va nous recommander, parce que ça peut être des ambassadeurs et tout. Non, allez sur LinkedIn, trouvez des élèves, contactez-les. Et en fait, voilà, si vous vous identifiez avec ces élèves, si vous trouvez qu'ils sont bons, que vous partagez des choses, probablement que l'école elle est pas mal pour vous. Et si vous vous dites que vous avez rien à voir avec ces gens-là, probablement que c'est pas l'école pour vous. Grégoire, merci encore. Je te souhaite plein de succès avec Albert School et à la prochaine. Merci Elliot, merci pour l'invitation.